Bonjour à tous, c'est Matt et je suis de retour pour une nouvelle vidéo en cette début d'année 2021. Et d'abord, je vous souhaite une très bonne année en espérant que celle-ci soit meilleure que la précédente. Ce sera pas difficile en soi étant donné que 2020 n'a pas été facile pour personne et j'en suis dans ceux-ci. J'ai eu quelques difficultés cette année, je m'en suis sorti, je suis présent aujourd'hui. Donc c'est pour montrer qu'on peut y arriver. Mais bref, je nous souhaite tous une meilleure année qui s'en vient et j'ai décidé de commencer l'année avec une tradition que je faisais par le passé sur mon ancien podcast que je faisais avec mon ami Max Taillon qui s'appelait La Ligue des Cinévores. C'est un podcast sur le cinéma et on faisait un exercice à chaque fin d'année. On faisait le top 10 des films qui nous avaient le plus marqué, qui étaient les meilleurs selon nous à la fin de l'année. Et ça permettait de faire un résumé global de ce qu'on avait vu, ce qui avait été excellent durant l'année. Donc c'était un bel exercice. Ça permettait aussi de faire découvrir certains films et de remettre de l'avant des films qui étaient vus au début de l'année, qui pouvaient commencer à être oubliés. Mais bref, le concept de base, c'était de faire un classement de ce qui était excellent. Et ce que je vais reprendre aujourd'hui dans cette vidéo-là et que j'ose croire va donner une tradition dans le futur pour mes prochaines vidéos à chaque année de faire un top classement. Pour l'instant, je prévois pas de faire un flop, ce qui est un autre exercice intéressant à faire, un flop 2020. Même s'il y a plusieurs films qui mériteraient d'être dans ce classement-là, je le ferai pas pour l'instant. Mais reste que s'il y a un enthousiasme de ce côté-là, je pourrais être tenté de le faire. Mais je voulais commencer par quelque chose de simple, un top 10 de 2020. Alors, sans plus attendre, on va y aller parce que c'est quand même une grosse vidéo qui nous attend. Donc, on y va avec le top 10 des meilleurs films de 2020. Je commence sans attendre avec le numéro 10. Wonder Woman 1984. Le numéro 10, c'est Wonder Woman 1984. Un film qui a fait beaucoup jaser en cette fin d'année 2020. Il est sorti, je pense, c'est à Noël, le 25 décembre 2020, en mettant au cinéma, dans des rares cinémas encore ouverts, et sur HBO Max, qui est la plateforme d'HBO. Nous au Canada, c'est par Crave TV qu'on peut l'avoir entre autres, ou par Amazon, qu'on peut le louer. Et donc il était disponible en ligne, mais il fallait le payer. Donc beaucoup de gens ont été rebutés par cette méthode-là qui avait été utilisée entre autres pour le film Mulan, qui avait fait couler beaucoup d'encre à ce moment-là. Donc ça a été réutilisé, ça va être réutilisé d'ailleurs. C'est pas le premier ni le dernier film. D'autres films ont été prévus ou sont déjà prévus qui vont avoir cette méthode-là de devoir louer à sa sortie ou de le voir au cinéma. C'est un peu normal, je trouve. C'est pour relancer l'économie du cinéma. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est un top 10. Donc, Wonder Woman 1984. 9e film du DCU, suite direct du film qui avait beaucoup marqué à l'époque, Wonder Woman, qui était sur l'héroïne du même nom. À l'époque, c'était un film qui était inattendu, étant donné que l'univers du DCU n'allait pas super bien. Et donc, quand ce film-là est arrivé, c'était une bouffée d'air frais pour cet univers-là qui avait un peu de misère. Et vraiment, c'était une belle surprise, même si le film avait quand même certains défauts, surtout dans sa conclusion. Ça reste c'est un bon divertissement, un film à grand déploiement et avec une excellente Gal Gadot qui a prouvé encore une fois sa valeur en termes d'excellente actrice. Et donc ici on a une suite qui fait beaucoup jaser depuis sa sortie. Ça fait à peine quelques jours, à peu près 2 semaines qu'elle est sortie. Donc ça fait déjà beaucoup jaser. Beaucoup ne l'ont pas aimé, mais il y en a beaucoup qui l'ont aimé. Je suis en ceux qui l'ont aimé. Il faut dire que de base, je suis un grand fan de comics, je lis beaucoup de BD et donc c'est quelque chose qui vient plus me chercher de base, donc je suis plus enclin à mettre ce genre de film là dans mon classement. Reste qu'il y a eu plusieurs films qui sont sortis cette année, quelques-uns de super-héros, et c'est le seul je trouvais qui se démarquait du lot. On avait le droit à Bird of Prey au début de l'année avec Harley Quinn dedans qui était bien. C'est encore une fois dans le DCU, mais qui n'était pas le plus excellent. On a Bloodshot, qui est considéré comme un désastre, qui était censé lancer l'univers de Valiant, qui est un peu comme DC ou Marvel, mais qui est son propre univers à lui. Même si on a lancé une suite, ça reste que le film était en soi un certain désastre. Que je n'ai pas vu, je l'ai évité pour l'instant. J'ose croire que je vais l'écouter prochainement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'en a parlé récemment, que même s'il n'était pas super bon, qu'il valait le détour pour son divertissement. Bref, et on avait Les Nouveaux Mutants, qui lui aussi a été plus ou moins mal reçu par la critique, mais j'ai quand même trouvé intéressant pour quelques aspects. Bref, Wonder Woman 1984 méritait sa place, je crois, dans mon top 10 en 10e position. Je l'aurais pas mis premier évidemment, reste qu'il y a plusieurs défauts dans l'histoire, mais dans l'ensemble c'est un grand déploiement. Gal Gadot est excellent dans le rôle. Les nouveaux acteurs qui rejoignent la description, qui sont Pedro Pascal et Kristen Wiig, qui sont excellents dans leur rôle. Ils font 2 méchants principaux dans l'histoire et vraiment ils sont marquants en soi. C'est surtout Pedro Pascal, il y a un côté très charismatique qu'il met dans le film et c'est bien trouvé. Il y a déjà plusieurs memes sur les réseaux sociaux
de son personnage, c'est la preuve qui est marquant. Et c'est très coloré comme univers. Il y a beaucoup de scènes d'action, mais les scènes d'action sont bien montrées, bien, je dirais, comme mis de l'avant. Parce que dans ce genre de film-là, l'important dans ces scènes d'action, c'est de montrer les capacités d'un super-héros. Et ici, dans l'ensemble, sont très bien montrées, même redynamisées par rapport les précédents films. Ils sont remis d'une nouvelle façon. Il y a même des ajouts où on découvre une nouvelle capacité de Wonder Woman assez intéressante. Il y a un choix questionnable dans le sens qu'elle n'avait pas de bouclier épée, mais ça se prend bien parce que c'est pas nécessairement ce que sont les armes principales de Wonder Woman. Donc dans l'ensemble, c'est un bon divertissement ou en couleur, une bonne histoire. Le concept de base est assez léger, mais la manière que c'est montré, que c'est déroulé, c'est quand même assez bien fait, assez bien ficelé. Patty Jenkins, la réalisatrice, montre encore une fois que des super-héroïnes peuvent être mis de premier plan dans les films. Elle avait montré avec le premier film. Et Marvel a décidé avec Captain Marvel de son côté. Et c'est pour montrer que oui, des femmes super-héros, ça existe, ça marche et ça peut faire d'excellents films. Encore une fois, c'est prouvé ici avec 1984 que je vais sûrement faire une critique plus détaillée prochainement sur ma chaîne. À suivre sur Matt Belek 2.0. Alors, on va poursuivre dans le classement parce qu'il y a encore plusieurs films à discuter. Alors, allons-y avec le 9e. Tenet. Alors, le 9e est un film aussi qui a fait beaucoup couler d'encre cette année. C'est le film Tenet de Christopher Nolan, un réalisateur qui nous habitue à des films assez complexes, mais aussi assez riches en termes de qualité et aussi en termes de distribution. Il prend toujours d'excellents acteurs. Et ici, c'est toujours dans la même lignée. C'est un film qui est très complexe, qui nous demande plusieurs visionnements, en mon sens, pour le comprendre. Je l'ai vu que 2 fois à l'heure actuelle et j'ai pas encore tout compris. C'est assez lourd comme film. C'est pas un film qu'on peut écouter de côté en faisant le ménage, en jouant aux jeux vidéo, en faisant autre chose. C'est vraiment un film pour être concentré, être réveillé et de pouvoir comprendre tous les détails, tous les aspects de cette œuvre-là. C'est une œuvre riche, complexe, qui est vraiment intéressante. Le concept de temporalité est intéressant parce qu'il joue avec l'inverse. Il inverse la temporalité, les choses sont reculées au lieu d'être avancées. Donc ça fait de très belles scènes d'action, de très belles scènes comment je dirais ça, de course-poursuite, de guerre aussi. Dans tous les cas, c'est bien mené. La fin est un peu brouillon sur certains aspects, mais quand on le décortique assez bien, on réalise que oui, ça paraît brouillon de premiers abords, mais il y a un travail bien fait autour de cette scène-là, qui est surtout menée par des très bons acteurs aussi, entre autres. D'ailleurs, je lève mon chapeau à Robert Pattinson. C'est un acteur que j'avais beaucoup d'a priori à son égard, entre autres à cause de la saga Twilight, mais il a prouvé à travers les années qu'il n'était pas juste limité à ça en termes de rôle. Et ici, c'est une des œuvres qui prouve sa valeur en termes d'acteur et qui me rassure dans un certain sens pour le film de Batman qui s'en vient prochainement dans l'univers de DC ou qui va incarner Batman. Donc, un film qui va être décidément à voir. Et donc, il m'a beaucoup impressionné aussi dans ce film-là. Et le reste de la distribution est excellente, même si quand on sort du duo principal qui est dans le fond, qui est David Washington et Robert Pattinson, les autres acteurs tranquillement on sent qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace, mais leur peu de présence prouve leur valeur. Entre autres, il y a une actrice française qui est dedans, j'ai un blanc sur son nom, qui elle aussi est en pleine montée en ce moment en termes de célébrité, elle est très recherchée, elle va jouer dans la prochaine saison de The Crown entre autres. Elle est assez bonne même si elle est peu présente en soi. Donc c'est un film qui faut pas pointer du doigt en disant que c'est un mauvais film sans le comprendre. Beaucoup de gens que j'ai vu autour de moi n'ont pas aimé parce qu'ils trouvaient trop compliqué à suivre. Effectivement, c'est un film qui est lourd de sens, mais quand on prend le temps de le comprendre, de le décortiquer, ça reste un film intéressant à découvrir. Et c'est aussi pour ça, entre autres, qu'il est 9e et non pas plus haut dans le classement, étant donné sa complexité et ses quelques défauts de ce côté-là. Mais ça reste un bon film, un des meilleurs films de 2020. Assurément, c'est un des films aussi qui était porteur d'espoir, étant donné que c'est le gros film qui est sorti à la fin de l'été au cinéma, qui était là pour relancer le cinéma, qui a aidé en une certaine partie, mais qui n'a pas réglé le problème à l'heure actuelle. Reste que il y avait aussi ce côté-là de ce film-là qui était assez symbolique, qui méritait sa place dans mon top 10. Alors on poursuit sans plus attendre avec le numéro 8, Diamant Brut. Le numéro 8 de ce classement est le film Diamant Brut ou Uncongen, qui est un film qui est sorti sur Netflix au tout début de l'année, en janvier. C'est un film qui mettait en vedette Adam Sandler. C'est pas un des films que je vais voir de prime abord en 2020, étant donné qu'Adam Sandler, dans les dernières années, a perdu beaucoup de son lustre. Il a fait beaucoup de films discutables et qui n'étaient plus autant en termes de qualité par rapport à ces films qu'il faisait dans les années 90 et 2000.
C'est un acteur qui a perdu beaucoup en termes de qualité, même si de temps en temps il arrive quand même un peu à faire certains films divertissants. Cette année, entre autres, il a fait le film Ubi Halloween, qui est sorti Halloween, encore une fois sur Netflix, qui est passable en soi. Il y a certaines bonnes idées. Ça reste un film typiquement Adam Sandler. C'est loin de son meilleur, mais bref, ça pour dire qu'il a réussi à me faire rire à certains moments dans le film, mais le film est assez oubliable. Ça pour dire que dans le film Diamant Brut, là, ma foi, c'est un film frénétique, vif, qui nous capte du début à la fin. On peut pas sortir nos regards de l'écran. On va absolument voir ce qui va arriver parce que le scénario est très rapide. On suit dans le fond un bijoutier à New York. Qui est très endetté, qui essaie de sortir sa tête de l'eau et il va y avoir une situation au début du film qui va le permettre, mais qui va devoir courir après quelqu'un et il va tout faire pour essayer de s'en sortir et ça devient de plus en plus stressant, de plus en plus une tension qui s'élève dans le film et ça va super vite le film et on se demande comment ça va déboucher parce que ça va mal en pire. Adam Sandler maîtrise absolument le rôle, il est vraiment intense dans ce rôle-là, il est très charismatique, il y a un côté un peu maniaque qui est sur les bords un peu pas psychopathe, mais dans ce genre-là, qui est très bien mené. Vraiment un film haut en couleur, qui mérite amplement le détour, qui a permis à Adam Sandler de redorer un peu son blason, qui depuis quelques années n'était pas très bon. Et donc ça m'a prouvé qu'Adam Sandler est encore bon et qu'il mérite amplement le détour comme acteur et qu'il j'ose croire, va continuer dans cette lignée-là dans les prochaines années. Donc un bon film à voir, Diamant Brut, sur Netflix, donc accessible à tous. Si vous l'avez pas encore vu, c'est un des films cette année, un incontournable à voir. On continue sans plus attendre avec le 7e film dans le classement. L'homme invisible. Donc en 7e position, c'est le film L'Homme Invisible ou Invisible Man en version originale, qui est un film horrifique basé sur le personnage de la littérature qui a été maintes fois incarné au cinéma depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. J'avais vu entre autres le film, je pense que c'était début des années 90 ou début 2000, avec L'Homme Invisible, où c'était comme dans un laboratoire qui avait subi une expérience qui rendait invisible. Le film était plutôt correct de mémoire, je l'ai pas vu, je pense que je l'ai vu 2 fois dans ma vie, mais il m'a pas tant marqué, mais cette nouvelle version-là, cette nouvelle incarnation de l'homme invisible est vraiment excellente en soi. On suit une version moderne qui a été retravaillée, qui était remis au goût du jour. C'est un personnage qui est pas... ça reste simple comme concept, mais qui est pas évident à mettre de l'avant dans un film, vu que c'est un homme invisible, donc il faut le montrer visible, si je peux dire, mais tout en étant invisible. C'est un exercice qui est pas évident en termes de réalisation, qui est très bien mené dans ce film-là. On suit d'abord une femme qui est mariée à un homme violent, agressif et qui est dominant. Et cette femme-là qui est incarnée par Elisabeth Moss, une actrice très en vogue en ce moment, une excellente actrice qui fait pas nécessairement de grosses productions, mais qui est marquante dans généralement tous ses rôles. C'est une actrice que je trouve très excellente. Et donc elle va fuir cet homme-là qui est dangereux et va essayer de refaire sa vie, mais cet homme-là est un génie et il va créer une manière d'être un homme invisible. Il va continuer à s'acharner sur elle et ça va mener à une tension, une histoire vraiment frénétique, encore une fois, sur ce personnage-là. Et c'est très bien filmé parce qu'il faut montrer dans les scènes qui est présent sans l'être. Donc il y a des plans séquences, il y a des plans filmés fixes qui montrent vraiment l'impression. Il y a un zoom, il y a un arrêt sur image, il y a un regard des personnages qui fixent des murs, des fenêtres, qui me donne l'impression que le personnage est là même s'il n'est pas là. Donc on est toujours tendu, on a une certaine peur, on a une certaine angoisse qui est menée durant le film. C'est pas l'extrême, mais c'est bien, c'est présent. Et l'actrice principale ajoute vraiment cette saveur-là à l'œuvre. Et donc c'est très bien mené. Et autant même les scènes d'action qui est pas évident à montrer parce que tu montres quelqu'un qui est présent mais qui l'est pas, sont bien montés, bien encadrés. On a vraiment l'impression que l'homme invisible est là, il est présent, qui est une menace. Donc c'est très bien travaillé. Encore une fois, Elisabeth Moss dans ce film-là est excellente. C'est un des incontournables, je vais sûrement le répéter encore plusieurs fois cette année, mais c'est aussi dans les films d'horreur de cette année un des meilleurs. Je dirais en termes de pure horreur dans ceux que j'ai vu, j'en ai pas vu beaucoup, c'est un peu ma lacune cette année. J'ai vu, je pense c'est 6 ou 7 films d'horreur sortis cette année, donc c'est très peu par rapport à tout ce qui est en termes d'horreur. Bref, comme je dis, c'est pas été une année très forte en film. Et donc c'est le film que j'ai retenu en termes de film d'horreur qui était le plus marquant. Donc vraiment une découverte à voir. Je pense qu'il n'est pas encore disponible sur des plateformes, mais c'est un film qui vaut amplement le détour d'être acheté pour acheter à sa collection et qui aussi rend un bel hommage en termes de la littérature de l'homme invisible. Étant donné que dans les années 80, 70, il y avait des films sur le personnage qui étaient bien faits, bien menés, même pour l'époque. Et récemment, ça avait été un peu pas aussi bien mené, je trouve. Et donc là, vraiment, c'est bien incarné. Et qui pourrait être réexploité, vu que le concept, comment il est basé,
peut être resserré encore pour être dynamisé. Je pense qu'il parlait de faire une version féminine, entre autres, de L'Homme Invisible. Donc c'est intéressant de retravailler le concept et je suis très curieux d'en voir plus de ce côté-là. Donc un bon film à voir, L'Homme Invisible. Donc sans plus attendre, on poursuit dans le classement avec le 6e dans le classement. Bizarre. Donc en 6e, c'est le film Bizarre ou Freaky en version originale. Un film que j'ai entendu parler assez tardivement cette année en 2020. Je pense que c'est cet été que j'ai vu la première bande-annonce de ce film-là et j'avais pas aucune idée de ce projet-là et qui est sorti en novembre au cinéma et en ligne. C'est un film, une comédie horrifique qui est faite par un réalisateur qui était habitué de ce type-là. Il nous avait donné les 2 premiers films Bonne Fête encore, qui étaient des comédies horrifiques qui m'avaient beaucoup plu quand il était sorti à l'époque. Donc ça fait je pense 2 ans le premier et 1 an le deuxième. Et qu'il a prévu d'en faire un 3e et qui mélangeait le genre slasher, où on parle entre autres de Jason, que c'est un homme qui va tuer du monde sans réel motif et qui va être intimidant, va porter un masque généralement. Et le côté boucle temporelle qu'on a pu voir entre autres dans le jour de la marmotte. Il avait mélangé les 2 concepts ensemble pour faire une comédie horrifique qui était très savoureuse, très rafraîchissante et extrêmement bien menée. J'avais beaucoup adoré ces films-là. Et donc il nous revient avec un nouveau concept qui est Freaky. Qui cette fois-ci mélange encore une fois le slasher, qui est un de ses genres préférés, il faut croire, avec le concept de changement de corps, qui est un concept qui a été beaucoup utilisé dans les comédies entre autres. C'est fun de faire des quiproquos, des situations assez loufoques. On interchange 2 personnes dans leur corps pour créer une nouvelle situation qui est vraiment hors du commun. Et ici c'est le même principe. Donc c'est un tueur en série son corps va être interchangé avec une jeune étudiante timide et un peu rejetée de l'école et leur âme va être inversée dû à une interaction plutôt magique, j'en dirais pas trop pour vous laisser découvrir le film. Et donc le long du film c'est une course-poursuite pour que l'étudiante récupère son corps et pour éviter que le tueur en série tue du monde dans le corps d'une jeune étudiante. Et inversement, le tueur en série lui va profiter de ce nouveau corps-là pour passer inaperçu et continuer à faire plus de meurtres, étant donné qu'on ne soupçonne pas une jeune étudiante sans défense d'être une meurtrière en série. Donc le concept est bien mené, autant le côté humour que le côté horreur et même action. Il y a certaines scènes bien montrées de ce côté-là. Et de ce fait-là, les acteurs principaux qui sont Vince Vaughn dans le tueur en série, qui peut être un choix surprenant, mais qui incarne aussi bien l'humour que le côté intimidant, parce qu'il y a quand même une bonne carrure de base cet acteur-là. Et de l'autre côté, on a la jeune Catherine Newton, une actrice qui commence à se faire un nom au cinéma, qui fait une jeune étudiante timide, mais que les deux, quand ils inversent leur personnalité, incarnent à merveille ces rôles-là. Donc Catherine Newton, elle peut être autant drôle qu'intimidante dans ce rôle de tueur en série. Et même chose, Vince Vaughn est très drôle, mais aussi très intimidant dans ce rôle de tueur en série. Donc c'est très bien mené de ce côté-là. C'était vraiment une belle découverte cette année. Et je sais pas si le concept va être utilisé, ça laisse place à de possibles réutilisations de ce concept-là. Reste que, encore une fois, pour ce réalisateur-là, il a frappé fort en mélangeant des concepts très connus, mais en les remettant au goût du jour, en les retravaillant, je déparle un peu, mais en les refaisant, comme je dirais, les remodelant. Donc c'est bien mené. C'est ça, encore une fois, je le répète souvent, mais c'est pour montrer à quel point c'est des excellents films. Et c'est, encore une fois, extrêmement divertissant. Et il y a des bonnes tournures dans le film. Il y a quelques scènes gore, mais le sang n'est pas trop mis de l'avant. Mais aussi, quelle bonne interaction. Parce qu'on peut penser que ça tombe dans le cliché, vu que c'est des concepts déjà très utilisés. Mais non, il réussit à retravailler le concept et à offrir des scènes plutôt originales dans l'ensemble dans ce film-là. Donc, ça à voir une fois. Et ça se prend bien autant pour les fans d'horreur que de comédie. Parce que souvent, le côté horreur n'est pas apprécié de tous. Mais en le mélangeant avec la comédie, ça attire un plus large public. Dans le cas présent, je pense que ça va atteindre un public très large. Il va être très apprécié comme film. D'où il mérite sa place aussi haut dans le classement, c'est qu'il m'a amplement marqué. C'est pas nécessairement le meilleur film de l'année, mais dans les classements, je trouve qu'il méritait une place assez élevée. Étant donné que c'est un film qui est passé un peu sous le radar à sa sortie, mais qui vaut amplement le détour. Et on va sans plus attendre avec le 5e film de mon classement. Mort à 2020. Donc en 5e position, c'est le film Dead to 2020 ou Mort à 2020, qui est un faux documentaire qui j'ai découvert tout récemment dans le sens qu'il n'avait pas été annoncé de projet jusqu'en octobre, je crois, qui est sorti de nulle part et qui j'ai été intrigué par cet aspect-là de faux documentaire qui résumait l'année 2020 dans ses grandes lignes à travers d'experts, si je peux dire, incarnés par divers acteurs assez connus. Qui remettaient de l'avant les événements et les parlaient autant sérieux qu'humoristiquement.
Et donc, c'est sorti sur Netflix. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a entre autres en tête d'affiche Samuel Jackson et Hugh Grant. Un fait un journaliste du New York Times qui a pas sa langue dans sa poche. Et l'autre, c'est un historien britannique qui est un peu perdu, qui est autant pertinent que inconsistant, si je peux dire. Et il y a une palette d'acteurs qui les suivent, qui sont tous très bons, qui montrent chacun les aspects clés de l'année 2020. On a entre autres une actrice que je connais pas, qui joue la reine Elisabeth II, qui elle s'occupe de parler de tout ce qui se passait avec la monarchie. Il y a beaucoup d'événements cette année. Donc tout ça est mis de relief. On a beaucoup d'international, mais ça s'adresse particulièrement aux États-Unis vu que c'est une production américaine. Il reste qu'il y a plusieurs aspects internationaux qui sont travaillés dans ce film, dans ce faux documentaire-là. Ça passe super vite comme œuvre. Je pense que ça dure genre un peu plus d'1 heure, mais c'est vraiment très bon. Puis ça m'a fait beaucoup rire, mais aussi réfléchir sur l'année. Ça m'a fait comme accepter l'année 20 comme c'était. C'est un peu comme faire son deuil, si je peux dire. On accepte que l'année est terminée, qu'on accepte ce qu'elle a été, et maintenant on peut avancer vers le futur. Donc c'est un peu ça le but de cette œuvre-là. Donc c'est une des raisons aussi qui est aussi dans mon classement. Ça fait du bien de le voir, ça me permet de mieux aller et de pouvoir par la suite avancer dans le reste de l'année. Donc c'est une œuvre qui vaut le détour. Et Samuel Jackson, c'est un de ses meilleurs rôles, pas un de ses meilleurs rôles, mais on dirait que c'est un des rôles qui s'est le plus éclaté parce que sa répartie, son humour là-dedans est juste excellente. Donc c'est une œuvre, encore une fois, à voir. Et parlant de films passés sous le radar, on va aller sans plus attendre avec le 4e film dans mon classement. Le Financier. C'est le film Le Financier ou The Banker en version originale. Un film qui encore une fois était passé sous le radar. Il était sorti en début mars ou mi-mars l'année dernière, cette année en fait. Et donc c'est tombé au début du confinement, donc il est tombé rapidement sous le radar, étant donné que les cinémas ont été limités puis fermés. Le film n'a pas eu autant de mise de l'avant qu'il aurait dû. Et c'est pour ça que j'ai découvert tout récemment, j'ai découvert en début de décembre. Je regardais un classement des meilleurs films sortis en 2020 et j'ai vu ce film-là que j'avais pas encore vu dans le classement et ça m'avait surpris. Le concept avait l'air très intéressant. Donc je m'y suis attardé, je suis très content de l'avoir vu, de ne pas l'avoir manqué. C'est un excellent film basé sur une histoire vraie de deux Afro-Américains dans les années 50 qui ont réussi à créer un empire financier et immobilier et d'aider l'activité des Afro-Américains en Amérique, surtout à une époque que le racisme était extrêmement présent, il est toujours d'ailleurs présent. Reste qu'à l'époque il était encore plus intense, c'était encore plus difficile pour les Afro-Américains à l'époque de pouvoir vivre par eux-mêmes, d'avoir leur propre maison, d'avoir leur propre compagnie. Donc eux ils ont créé un plan, ils sont servis d'un jeune blanc qui était très à l'aise avec leurs idées pour être leur image face aux grands hommes d'affaires, et eux en arrière s'occupaient de gérer tout ça. Et donc c'est très bien mené, c'est mené avec les acteurs principaux, c'est Anthony Mackie et Samuel Jackson, qui font un duo vraiment irréprochable, c'est de haute qualité, et vraiment ils mettent de l'avant beaucoup d'aspects du racisme très présent à l'époque, mais qui fait écho aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et donc ça fait réfléchir, c'est un film qui est très fort dans ses aspects, dans son histoire. Il y a un petit côté humour qui est bien apprécié. Et ça montre aussi un pan de l'histoire américaine qui est pas nécessairement luisant, mais qui est empreint d'espoir et aussi de réflexion. Donc c'est un bon film qui est en ce moment, pour ceux qui sont membres de Apple TV, est disponible sur la plateforme en exclusivité. Donc c'est un film qui vaut le détour sur cette plateforme-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est un bon exemple. Il y a Green Hound avec Tom Hanks entre autres sur Apple TV qui vaut amplement le détour. Donc une autre raison encore une fois de s'abonner à une plateforme qui n'est pas très mise de l'avant, mais qui offre de petites perles par-ci par-là et qui m'ont accroché. Je suis pas un fan d'Apple à la base, mais ils m'ont prouvé à plusieurs reprises depuis le début de l'année qu'ils méritaient le détour sur cette plateforme-là. Donc j'ai pu écouter ce film-là sur cette plateforme-là et vraiment je vous invite fortement à le voir. Il a frôlé être un peu plus haut, mais finalement je l'ai descendu. C'est vraiment un des meilleurs films de cette année, c'est indéniable. Et la performance des deux acteurs est vraiment incroyable dans ce film-là. Je ne serais pas surpris qu'il soit nommé aux Oscars ou à d'autres galas comme ça pour une telle performance pour ce film-là. Donc sans plus attendre, on va être dans le haut du classement, dans le top 3. Donc allons-y. Palm Spring. Donc en troisième position, on a le film Palm Spring. C'est une comédie qui était sortie cet été. J'avais beaucoup d'attentes pour ce film-là. Ça mêlait beaucoup de concepts que j'aimais beaucoup en termes de comédie.
C'est une comédie qui était basée sur une boucle temporelle, c'est un concept que j'aime beaucoup et qui mettait en vedette l'acteur Andy Samberg, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est l'acteur principal de la série Brooklyn Nine-Nine, qui est un acteur humoriste chanteur très réputé aux États-Unis, qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il était très talentueux. Et là-dedans, il est à son meilleur. C'est un de ses meilleurs films. Il en a fait quelques-uns depuis le début de sa carrière, mais je dirais celui-là c'est son meilleur. Vraiment, c'est très drôle. Donc, comme je disais, c'est une boucle temporelle. On suit Andy Samberg qui est dans le fond un homme qui est invité à un mariage en Californie. Un mariage féerique, si je peux dire, un mariage parfait, sauf que il y a des éléments hors de son contrôle, plus ou moins hors de son contrôle, vont le mener à être pris dans une boucle temporelle dans ce mariage-là. Et il va finir par devenir blasé, être un peu, je dirais, perdu dans la vie. Et il va revivre sans cesse cette journée de mariage-là. Et donc, on va le suivre à travers ce périple-là et à travers une quête pour se retrouver, pour trouver une manière de se libérer de ça. Et c'est vraiment très bon, c'est rafraîchissant pour même s'il y a quelques films qui ont fait ce concept-là, le concept c'est très rafraîchissant, très bien mené. L'acteur principal est très drôle, il y a une bonne répartie dans le film, il y a toujours des bonnes répliques, ça nous fait rire à plusieurs reprises et ses interactions avec les autres personnages sont vraiment très bons. Entre autres, il y a une actrice principale, je connais pas son nom, mais qui va être un des points centraux de l'histoire, qui va le mener à se redéfinir, à retravailler un peu sa vie. Elle va paraître aussi un peu désabusée de la vie au début et elle va interagir avec lui, ils vont avoir un bon humour, une bonne chimie, ils vont avoir des bonnes interactions et ça va amener à des bonnes scènes très touchantes et quelques réflexions aussi sur la vie. Et on entre autres J.K. Simmons qui s'ajoute aussi dans cette description-là, qui joue à la fois un personnage qui est assez comique, assez jovial, il fait un oncle dans le mariage, mais qui a un côté très terrifiant et il va emmener quelques scènes aussi très bonnes à cette œuvre-là. Et en gros, cette œuvre-là, c'est une sorte de bonbon, si je peux dire, cette année. C'est pas pour rien qu'il est 3e dans mon classement. Vraiment, c'est une bonne bouffée d'air dans une année qui est difficile. J'ai écouté ce film-là et j'ai complètement décroché de la situation actuelle et j'ai passé un bon moment. J'ai été diverti, j'ai vraiment été surpris et j'ai été capté dans l'histoire et j'ai envie de le revoir plusieurs fois. Ce film-là, donc vraiment j'ai apprécié. Et à la base, il était exclusif à Hulu, qui est une plateforme aux États-Unis. Mais depuis peu, il est disponible sur Amazon, donc un large public peut maintenant l'écouter. Donc si vous l'avez pas encore vu, c'est un des meilleurs films en ce moment sur Amazon, mais aussi de 2020. C'est une très bonne comédie qui retravaille le concept de boucle temporelle de manière bien menée, même si la fin n'explique pas grand chose sur la boucle temporelle en soi, mais c'est un peu le concept d'une boucle temporelle. Reste que dans l'ensemble, c'est un excellent film cette année que je vous invite à découvrir. Donc, on poursuit avec le deuxième dans le classement. Les 7 de Chicago. Donc, en deuxième, c'est l'avant-dernier film du classement. D'ailleurs, après ce deuxième-là, il va y avoir quelques mentions spéciales, quelques films que j'ai pas mentionnés, mais qui auraient pu mériter dans le classement, mais j'ai dû faire des choix. Mais je vais quand même les mentionner parce que c'est des films qui valent le détour en 2020. Et bref, pour le deuxième film, c'est le film j'ai mis les deux films qui sont dans mon top. C'est les films qui m'ont fait susciter le plus d'émotions. Et celui-ci, c'est vraiment un film que j'ai sorti, j'avais beaucoup d'émotions en sortant de cette œuvre-là. J'étais autant choqué, ému, triste, heureux. Vraiment, c'était venu me chercher. C'est Les 7 de Chicago, un film exclusif à Netflix. C'est un film qui était censé sortir au cinéma, mais vu la pandémie, il a été reporté puis mis sur Netflix. Et j'étais content de pouvoir le voir, je l'ai visionné chez moi. C'est un film qui aurait mérité d'être vu au cinéma. Pas par le fait que ce soit un film en grand déploiement, mais pour l'histoire qu'il raconte, pour l'univers qu'on visite. C'est vraiment un film qui aurait mérité une place au cinéma. Dans le fond, c'est l'histoire vraie de 7 activistes qui sont jugés c'est dans les années 80 ou 70-80 aux États-Unis, à Chicago, pour avoir participé à des manifestations qui ont mal viré. À cette époque-là, qui manifestait contre des décisions politiques et ça a viré assez violent, il y a eu des gens blessés, vraiment il y a eu du sang, c'était sanglant. Et donc 7 membres de ces manifestations-là se sont trouvés au tribunal et ont dû défendre leurs idéaux, défendre ce qu'ils représentaient, défendre ce qu'était l'Amérique en soi et défendre les valeurs de l'Amérique, autant la liberté, le fait d'enlever le racisme, l'égalité, tout ça. Vraiment, c'est un film fort qui met entre autres en avant Sarah Bowen Cohen. Sarah Bowen Cohen, je le prononce mal, mais c'est lui entre autres qui joue dans Borat 2 cette année. C'est un acteur qui est reconnu pour les comédies, mais il fait souvent aussi des œuvres qui font réfléchir.
Et là-dedans est excellent. Le reste de la distribution est très bonne aussi. Sont tous très touchants. J'ai pas tous les noms en tête, mais dans l'ensemble, il y a à peu près une dizaine de personnages qui sont importants dans le film. Ce qui est quand même énorme pour ce genre de film-là. Mais reste, on suit les 7 qui sont au tribunal. Il y a le juge, il y a les avocats. Ils sont tous... c'est intense. Il y a une tension du début à la fin. On croise les doigts pour savoir comment ça finit, mais à chaque fois, il y a des moments crève-cœur, il y a des moments tendus, des moments frustrants, il y a des moments où on est ému, vraiment, ça vient nous chercher. Tout le film se déroule autour de ce tribunal-là, donc on va d'étape en étape. Au début, mettons, c'est jour 1, jour 20, jour 50, jour 100, etc. Et vraiment, c'est incroyable comment c'est bien mené. C'est dans les tops des réalisations de cette année. Et vraiment, autant la distribution qui est 5 étoiles, c'est percutant, c'est déstabilisant par beaucoup d'aspects. Ça vient poser bien des questions autant sur les États-Unis que sur le système judiciaire, ses travers. Vraiment, moi je suis sorti de là, je me posais plein de questions. C'est voir que ces événements-là ont eu lieu, c'est sûr que ça a été un peu embelli pour un film, mais reste que c'est vraiment arrivé et ça remet en question beaucoup de choses. Et ça permet de réfléchir aussi sur beaucoup d'aspects qui sont arrivés de nos jours, qui font reflet encore une fois à ces événements-là. Donc c'est un film qui fait beaucoup réfléchir. J'ai agréablement été surpris par cette œuvre-là. Je pensais pas être autant emporté, mais j'ai beaucoup aimé en soi ce film-là. Donc vraiment un film que je vous recommande chaudement à voir absolument. Mention honorable. Donc, cette fois-ci, juste avant de parler du numéro 1 de mon classement, je vais faire quelques petites mentions spéciales en éclair. J'ai pas vu tous les films de 2020, il y en a certains que j'ai pas nommés dans mon classement qui auraient peut-être pu être là, entre autres 1917. J'ai pas eu la chance de le voir, il y a plusieurs raisons à ça. Il est dans ma liste à écouter en début 2021 à voir ce film-là. Il a fort probablement changé mon classement, mais ça, on peut pas le savoir étant donné que je l'ai pas encore vu, mais je suis à peu près sûr qu'il aurait changé. Mais bref, dans les mentions des films que j'ai vus en 2020 qui n'ont pas été présents dans mon classement, il y a Ip Man 4 qui concluait la saga des Ip Man après 4 films sur l'histoire d'un des plus grands maîtres d'arts martiaux de Chine, toujours avec Donnie Yen. Je ne veux pas faire un gros résumé de l'histoire, mais dans le fond, c'est une conclusion très acceptable, très bien menée de l'œuvre de Ip Man, qui était un grand maître d'arts martiaux de l'époque, et donc qui valait amplement le détour. L'œuvre est touchante, est profonde. Pour la seule fois de l'histoire, il va aux États-Unis pendant un moment et c'est un peu intense. Il y a des choses qui m'ont un peu déstabilisé, qui m'ont un peu dérangé. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Les combos d'action sont encore une fois très spectaculaires. C'est fou, c'est une des grandes forces de ces films-là. Les combats sont surréalistes, mais à la fois sont très réalistes. C'est dur à expliquer, mais ça vaut le détour. Donc une très bonne œuvre à voir. Il y a aussi Enola Holmes, qui est une nouvelle version de l'univers de Sherlock Holmes. Cette fois-ci, c'est la sœur de Sherlock Holmes. Une jeune sœur qui est élevée par sa mère, qui connaît rien à la société, mais qui va partir à la recherche de sa mère qui a disparu. Il va croiser ses frères en ça et découvrir qui elle est réellement. Qui est incarnée par Millie Bobby Brown, qui est une actrice très en vogue en ce moment, qui était connue pour la saga Stranger Things, que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas vu ces films-là, cette série-là. Et donc c'est très bon, c'est très divertissant, c'est très drôle, mais il souffre de certains défauts qui fait qu'il n'a pas mérité sa place dans le classement. Mais dans l'ensemble, c'est très bien mené et ça laisse place à plusieurs suites, étant donné que l'œuvre est basée sur plusieurs livres. Donc je serais content de voir d'autres suites à ce film-là. Donc voilà, Enola Holmes est un film qui est à découvrir cette année, même si c'est pas le film le plus parfait. C'est vraiment rafraîchissant comme film à voir. Donc il me reste encore 3 mentions spéciales avant d'arriver au numéro 1 de mon classement. Je vais essayer de les faire assez rapidement. J'ai 2 films québécois, c'est quand même important de mentionner que le cinéma québécois est toujours présent, il y a toujours des bons films qui sortent. C'est moins mis de l'avant étant donné qu'on est bombardé de films américains, européens, asiatiques, donc le cinéma québécois est moins présent, mais reste qu'il vaut amplement le détour. Et donc j'ai 2 films que j'ai vus québécois cette année qui méritent une mention. Le premier, c'est Jusqu'au déclin, qui est la première production de Netflix québécoise en termes de film, qui est sorti au début de l'année dernière, qui est un film typiquement québécois, mais à la sauce Netflix, et que, outre le fait qu'il a l'air très simpliste sur son concept, reste vraiment très riche comme film. Entre autres, Réal Bélan là-dedans, il est excellent. C'est un film qui a une très grande tension, qui part très lentement et qui monte d'une manière assez fulgurante. Vraiment, c'est bien mené. Le Québec est très bien représenté dans cette œuvre-là. C'est tourné l'hiver, mais c'est pas montré comme si c'était stéréotype québécois, mais vraiment montré comme la beauté du Québec. Les décors sont magnifiques. L'ambiance est très bonne.
et la description, il y a les deux acteurs principaux n'étaient pas vraiment connus avant le film. Leur carrière va lever décidément après ces films-là. Reste qu'ils sont très bons dans leurs rôles respectifs. Et donc le concept est très simple, c'est des gens qui décident d'aller suivre une formation en camp de survie dans le Grand Nord avec un expert de la survie, étant donné qu'ils croient tous que la fin du monde arrive bientôt et ils veulent se préparer à cette éventualité-là, donc ils savent comment chasser, survivre en forêt, faire des nœuds, faire des pièges, des trucs comme ça, plein de choses à savoir en survie. Donc ils vont là-bas et ça va un peu dégénérer assez rapidement dans cette histoire-là. Et ça emmène une bonne histoire avec une conclusion assez ouverte mais qui est satisfaisante. Donc c'est un long métrage qui est réussi pour l'entente Netflix Québec, qui donne bon espoir pour l'avenir des ententes Québec Netflix pour des bonnes productions comme ça. Donc bien hâte de voir la suite de ces projets-là avec Netflix. Donc j'invite à le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, Jusqu'au déclin. Et un autre film que j'ai vu au cinéma, c'est Mon cirque à moi, qui est un film québécois qui m'en vedette Patrick Huard entre autres, qui est sorti à la fin de l'été. Au cinéma, j'ai la chance de le voir, c'est un des rares films que j'ai vu au cinéma cette année et je suis très content de l'avoir vu. C'est une comédie inspirée sur la jeunesse de la réalisatrice de ce film-là. J'ai pas le nom en tête en ce moment, mais dans le fond, elle a basé sur son expérience de jeunesse pour faire ce film-là. Et dans le fond, elle a grandi avec un père qui était clown. Et donc le film retrace un peu ce parcours-là. On suit un homme qui est passionné par son métier de clown et qui détermine toute sa vie par rapport à ça et qui emmène sa famille avec lui, dont sa fille. Mais sa fille n'a pas nécessairement les mêmes projets que lui et elle espère peut-être autre chose et il va y avoir une collision entre ces deux mondes-là. Donc le monde des clowns et le monde de ce qu'elle veut. Et c'est très touchant, très bien mené. Inspirant aussi sur les bords. Patrick Huard il fait un de ses meilleurs rôles ici. Il n'est pas nécessairement le plus drôle dans cette œuvre-là, mais il est décidément le plus touchant. On sent qu'il veut faire de son mieux, mais que c'est pas évident la vie qu'il a. Je parle du personnage du clown, mais qu'il est capable de capter son auditoire, il comprend la vie, mais d'une façon qui lui est propre. Et il va essayer de s'adapter en conséquence. C'est vraiment un très bon film, une petite perle qui passe un peu sur le radar encore une fois, mais qui vaut amplement le détour. Je pense que c'est le mot-clé de ce top 10 là. Et une dernière mention spéciale, j'aurais pu en faire des dizaines, mais une dernière, c'est le dernier film que j'ai vu en 2020. Un film que le projet, je trouvais quand même assez intéressant. Moi, je suis un grand amateur de films policiers et de thrillers. Et donc, quand ce film-là était annoncé, je trouvais ça assez intriguant, surtout que l'actrice principale était québécoise. C'est le film de Kid Détective, qui est un film canadien. Dans le fond, puis l'acteur principal c'est Adam Brody, si je me trompe pas comment il s'appelle. Et dans le fond, c'est une histoire plutôt sombre avec quelques touches de légèreté. On suit dans le fond un jeune garçon qui très rapidement dans sa jeunesse est devenu un très bon détective, qui est devenu une célébrité locale dans sa ville. À l'âge de 13-14 ans, il est même devenu un détective vraiment professionnel, où que les gens l'engageaient pour des enquêtes et tout. Il va vraiment être apprécié du public, tout ça. Mais il y a un événement qui va arriver qui va tout chambouler ça, qui va comment je dirais ça, détruire un peu sa célébrité grandissante et ça va déterminer le restant de sa vie jusqu'à un moment où il va décider de reprendre sa vie en main, où que l'édition commence réellement. On suit dans le fond ce jeune détective là qui est rendu dans la trentaine, très blasé, qui fait toujours son travail mais qui n'est plus la même volonté qu'il avait quand il était jeune. Et pourtant il y a une jeune femme qui venait le voir, une jeune étudiante, une collégienne, un peu naïve sur le bord, venait le voir, il va l'engager pour découvrir qui a assassiné son copain. Donc il va accepter cette enquête-là pour redorer son blason. Et vraiment, c'est bien... c'est fait d'une certaine finesse. L'histoire est assez lente, mais c'est pour bien placer les éléments qui vont à la fin tout débouler comme un jeu de domino. Et bien se structurer. Le duo principal est très bon. L'acteur reprend beaucoup de mimiques très connues de tout ce qui est détective, mais le met à sa propre sauce. Et c'est très bien comme ça. Ça réussit à bien travailler, à nous surprendre. On retient notre souffle à certains moments, surtout vers la fin. On se demande comment ça va se conclure cette histoire-là. C'est bien assez sombre, assez complexe. Mais la façon que le détective emmène ça, c'est très décomplexé, très simple. C'est vraiment de la déduction pure et dure. Et ça se prend très bien de ce côté-là. Donc une bonne petite perle, c'est considéré comme beaucoup d'experts, de critiques, comme une des meilleures perles de cette année. Méconnue un peu parce que oui, elle est sortie au cinéma, oui, elle est sortie en ligne, mais qui est passé beaucoup sous le radar, étant donné que c'est pas une grosse production, c'est un film canadien, que le fait que les cinémas sont beaucoup fermés, donc ça n'a pas vraiment une grande diffusion, mais c'est un film qui, en mon sens, est une des meilleures découvertes
de 2020. J'ai failli de le mettre dans mon top, je dois vous l'admettre. Il a frôlé de l'être, j'ai hésité à quelques moments, mais finalement j'ai dû me rendre compte que je préfère le classement que j'avais déjà que à celui avec ce film-là dedans. Donc, mais reste que je vous en passe parce qu'il faut le voir, de Kid Detective. Donc, c'était pas une mention spéciale. On revient au numéro de mon classement. Âme. Peut-être vous en doutez, peut-être pas, mais c'est considéré comme beaucoup une large majorité de personnes, dont moi, comme le meilleur film de 2020. Et vraiment, vraiment, à certains points, il y a peu de films qui l'atteint cette année, en 2020. C'est le film Âme, ou Soul, en version originale. C'est un film en date de Pixar. Pixar nous avait offert 2 films cette année. Ils nous avaient offert le film En Avant au printemps dernier et Âme ce Noël-ci. Et donc Âme est vraiment un film percutant. C'est un film qui est à l'opposé d'un autre film qui était très aimé, c'est le film Coco, un autre film de Pixar qui lui Coco parlait de la mort. Et contrairement à ce qu'on peut penser de ce film-là, Âme, c'est pas un film qui parle de la mort, mais c'est un film qui parle de la vie, de comment la vie fonctionne, comment la vie mérite d'être vécue. Donc c'est un film qui les émotions sont très fortes, très vifs. On suit un jeune musicien noir qui toute sa vie a rêvé de percer dans le jazz. Et il n'a jamais vraiment réussi. Là, il a l'opportunité d'une vie de pouvoir percer dans l'univers du jazz. Et paradoxalement à ça, il va mourir, se retrouver dans le monde des âmes. Et il va pas accepter sa condition de mort. Il va tout faire pour reprendre sa vie et de la prendre en main et de la savourer. Et en parallèle, il va croiser une âme qu'elle elle n'aime pas la vie. Ne veut pas aller vivre sur Terre, veut pas développer sa vie, elle veut rester dans le monde des âmes et être bien là. Et les deux vont rentrer en collision dans 2 mondes vraiment opposés. Un veut vivre sa vie, l'autre non. Et les deux vont se compléter d'une façon merveilleuse. C'est touchant comme récit. L'univers graphique est très beau. Les dessins, encore une fois, Pixar est dans une catégorie à part au niveau de la qualité des dessins, d'animation, du souci du détail. Je me suis arrêté quelques fois dans le long métrage pour regarder les dessins. Et vraiment, il y a un beau souci de détail, autant, mettons, l'eau, les vêtements, même les émotions faciales des personnages. C'est très bien travaillé. C'est hallucinant. Même le travail qui est fait pour le monde des âmes, c'est vraiment très coloré, c'est très beau. Il y a un côté contraste entre le 2D et le 3D qui se mélange super bien. C'est très bien travaillé. Et l'univers qui est établi dans cet univers-là est vraiment bien construit. Et qui s'accepte super bien et qui fait sens en soi. Donc c'est un très bon film, je pourrais en parler pendant des heures. C'est un film qu'il faut le vivre, c'est une expérience en soi. C'est un film qui aurait mérité d'être au cinéma. C'est un film qui est frustrant dans cette manière-là, dans le sens que le voir en 4K, un système de son à fond dans un écran géant, avec un public qui réagit, ça aurait été une expérience incroyable. Malheureusement, c'est pas le cas, il est directement disponible sur Disney+. Je l'ai vu, je l'ai quand même adoré, je l'ai quand même apprécié. Mais c'est un film qui aurait amplement mérité sa place au cinéma et que j'ose croire que peut-être qu'il va avoir sa chance quand les cinémas vont ouvrir de pouvoir lui laisser un peu de temps au cinéma. C'est une expérience incroyable qui fait voyager. Moi, je suis sorti de là, j'étais contemplatif. Je suis resté silencieux un petit moment devant l'écran, je pensais à ce que je venais de voir, je le digérais et je me laissais bercer par les éléments que je venais de voir, les émotions. C'était vraiment un voyage en soi de voir ce film-là et c'est incroyable comme visionnement. Et c'est décidément un film que je vais revoir dès les prochaines semaines, à tel point que je l'ai aimé. C'est normal en soi qu'il soit premier dans mon classement, le film Âme ou Soul en version originale. Donc s'il y a bien un film dans ce top 10 là à voir, c'est celui-là forcément. Il se détache du lot, autant parce que c'est un film d'animation, donc c'est dans une autre catégorie à part, mais il reste que autant pour tous ses thématiques, son visuel, son scénario, c'est vraiment une réussite à tous les niveaux. C'est un chef-d'œuvre en soi, donc il mérite amplement sa première place dans mon classement. Donc c'est déjà tout pour ce classement-là du top 10. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre top 10 ou quel film vous conseillez qui n'aurait pas mérité sa place dans mon top 10. Je suis toujours curieux de constater le top 10 des gens, des films qui ont mieux préféré. C'est sûr, cette année, on n'a pas eu le droit à tous les films qu'on était censé avoir. C'est moins évident à pouvoir profiter du cinéma. Mais je crois qu'on a quand même pu avoir de bons films qui nous ont permis de passer une bonne année au cinéma. Donc, je vous ai fait mon top 10, mais j'en ai vu des top 10 pas mal différents depuis que j'ai commencé à les regarder en cette fin d'année. Mais je serais, comme je dis, je suis très curieux d'avoir votre avis à ce sujet-là. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager si vous aimez cette vidéo-là ou aimez mon contenu. N'oubliez pas ma chaîne, c'est de Matt Bellec 2.0. Et je vous invite toujours à me suivre. Je fais des vidéos régulièrement et je continue à faire des critiques, des lectures, tout ça.
N'hésitez pas encore une fois à dire votre appréciation de cette œuvre-là. Et moi je vous dis à la prochaine. Et pour d'autres vidéos très prochainement. D'après moi, ma prochaine vidéo, ça va être une vidéo de mes lectures BD. J'ai beaucoup d'entapage à faire de ce côté-là. J'ai une coupe de perles à vous parler. Donc ça va être probablement ça ma prochaine vidéo. Et sur ça, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de bons visionnements en 2021. Alors, ciao bye!